Nous sommes le 2 septembre 2020. Il est 1h30 du matin à Bordeaux. Dans une rue du quartier Saint-Jean, 2 PD viennent de se faire poignarder. Je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai vu le poing qui tenait la lame s'enfoncer dans le dos de Benjamin. Je me suis retourné, j'ai fait face à notre agresseur. J'ai vu ses yeux qui brillaient. Où était-ce la lame? Ce regard qui fusille, ces yeux couteaux, je les croise souvent. Nous habitions un appartement en rez-de-chaussée, à côté d'un centre de formation. Une semaine avant notre agression, un élève de ce centre, tranquille, regarde à travers nos fenêtres. Collé à la vitre, il me regarde vaquer à mes occupations en caleçon dans mon salon. Je lui fais plusieurs fois signe de partir, mais il reste impassible. Alors j'ouvre la fenêtre, me retrouve nez à nez avec lui et lui dis de dégager. D'abord, il me menace en me disant qu'il va revenir avec ses potes et des barres de fer pour me casser les genoux. Le ton monte, et puis ça sort. Ce qu'il ruminait depuis 10 minutes à observer notre vie à travers nos fenêtres. Ce qui profondément le dégoûte et qu'il doit exprimer. PD. Je me fige, plus capable de rien. Si je suis honnête, je dois dire que j'avais peur. Benjamin sort, va dans le centre de formation et trouve un prof qui appelle mollement « Yacine !» Lui, comme moi, s'appelle Yacine. Nos 2 prénoms en miroir. Je suis figé dans le salon. Nous nous regardons comme à travers une fenêtre embuée. Mon propre reflet dont je ne distingue que les contours. « Rentre !» Mais avant de rentrer dans le centre de formation, Yacine regarde Benjamin et lui lance à lui aussi un PD, sec, implacable, terriblement méprisant. Ce même mépris, quand nous marchions le long des quais au niveau de ce miroir d'eau qui inonde les télévisions dès qu'on évoque Bordeaux. Un homme assis devant ce grand miroir nous a dit « Sale PD, vous devriez être mort ». Je ne sais pas si je dois préciser que nous nous tenions la main. Cela me semble étrange, comme si c'était une raison, comme si je l'avais cherché, comme si on l'avait provoqué. Sur le chemin du retour, le même jour, un homme nous a frôlé rapidement à vélo et nous a crié « PD !» Je ne sais pas si je dois préciser que nous ne nous tenions plus la main. Quelques jours plus tard, dans la rue, un vieil homme nous interpelle. « Qui c'est qui fait l'homme? Qui c'est qui fait la femme? Hattaï » S'ensuivit quelques insultes, dans un mélange d'arabe et de français qui ressemblait plus aux aboiements d'un vieux chien errant qu'à la langue mystérieuse et belle que parlait mon père avec ma grand-mère et que, comme une énigme d'enfant, mon frère et moi devions décoder. Jour après jour, ces regards et ces mots s'enfoncent en moi avec la lourdeur de la baïonnette qui transperce un soldat déjà à terre. Mais ce soir-là, quand le couteau m'a tranché la joue, j'ai ressenti la douleur vive et furtive en même temps d'une feuille de papier qui coupe un doigt. Puis une bagarre, des cris, du sang, leur fuite, le visage de Benjamin déformé par son cri, ses yeux exorbités quand il appuie sur toutes les sonnettes qu'il macule de sang, les appels à l'aide et le chant des sirènes. Mais ce n'était pas fini. Nos chemises arrachées dans la bagarre, nous n'étions plus un couple agressé, choqué, en crise de panique. Nous étions 2 Arabes, torse nu, la nuit, dans le quartier de la gare, en sang, nus,
nous étions rendus au corps de nos agresseurs. C'est ce qu'a dû se dire la BAC quand ils sont arrivés en nous demandant ce qu'il s'était passé et si nous connaissions nos agresseurs. Ce devait être un règlement de compte entre bâtards, comme ils disent entre eux. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Moi, mon copain, et nos agresseurs, et le chien errant, et Yacine à travers ma fenêtre, et l'homme à vélo, et le type du miroir d'eau, tous dans le même bateau par le regard d'un flic, entassés, enchaînés dans la même galère. Nous sommes des bâtards. Comme ce jour, je devais faire une déclaration de perte de carte d'identité à l'hôtel de police de Bordeaux. Ce jour-là, je portais une chemise Adidas et une casquette, comme tout petit mec branché des centres-villes qui squattait les restos végétariens, les centres chorégraphiques et les fracs et les PMU des quartiers en voie de gentrification entre 2010 et 2015. Ça m'avait bien traversé l'esprit 5 secondes que ce n'était peut-être pas la tenue idéale pour aller voir la police, surtout quand on est arabe, ou vu comme tel. Mais j'avais balayé ça en me disant que je n'avais tout simplement pas de raison de changer de tenue pour aller faire une déclaration de perte de carte d'identité au commissariat. C'est peut-être ce qu'on appelle le privilège blanc. Moi, bonjour, excusez-moi, le policier me coupe. On enlève sa casquette. Pardon? On enlève sa casquette quand on entre dans un commissariat. Je ne suis pas dans un lieu de culte. C'est pas la question. C'est une question de politesse. On t'a jamais appris la politesse? Je me suis longtemps demandé, aurais-je vécu la même chose si j'étais entré avec une chemise? Cet échange venait-il de ma casquette ou de ma couleur de peau? Et en toute honnêteté, je dois admettre que je doute que l'échange eût été le même. Parce que ce que le flic a identifié quand je suis entré habillé comme je l'étais, c'était « Ah, voilà une racaille ». Si j'étais entré avec une de mes chemises bariolées, il aurait pensé « Ah, voilà un PD ». Mais il ne m'aurait pas demandé de reboutonner ma chemise, par exemple. Et il n'aurait pas évoqué une quelconque règle, ni ne m'aurait parlé d'une quelconque politesse. Il ne m'aurait pas non plus tutoyé. Il aurait fait ce que je lui demandais, son métier, et même si je sais qu'il aurait échangé un regard moqueur avec son collègue et m'aurait donné mon papier brusquement avec un regard dans lequel se mêlent le dégoût et la désapprobation, il n'aurait pas parlé d'éducation. Et c'est là le problème. Le problème, c'est ce fantasme qu'ont des flics d'être investis de la mission de nous éduquer. Pas seulement protéger et servir, même pas du tout, mais éduquer. Ils seraient comme investis par Dieu, ou la République, ou Denis Brognard, du rôle du sauveur. Ils seraient les anges gardiens d'une société en déliquescence. Ils porteraient le monde, ou ce qu'il en reste, sur leurs grosses épaules de bons hommes. C'est à eux de sauver un monde en flammes. Sauf que quand Notre-Dame crame, on préfère les lances des pompiers aux matraques des policiers. Des flics agissent comme des missionnaires qui veulent prêcher et imposer la bonne parole aux infidèles. Ceux qui sont en charge de transmettre les valeurs judéo-chrétiennes ou républicaines, pour ce qui nous concerne, encore que, à un tas d'arriérés polygames mangeurs de tête. Des flics se pensent les gardiens des valeurs humanistes et éclairées qui ont fait la République française face à une peuplade de métèques qui, dans leur tour de béton, prennent de la drogue, violent des femmes, s'entretuent, ne boivent pas d'alcool, ne mangent pas de cochon, et surtout s'habillent bizarrement, les hommes avec des grandes robes, les femmes avec des foulards sur la tête. Mais fondamentalement, il y a cette idée que l'homme blanc est au-dessus de la pyramide des races et qu'il doit civiliser les sauvages. Il doit les dresser. Rappelez-vous les élèves de Mantes-la-Jolie mis à genoux sous les rires des flics qui parlent d'une classe qui se tient bien sage. Il faut les dresser parce que leur violence est inhérente à leur race, de même que leur bêtise et leur fainéantise qu'il faudrait mater à coups de fouet pour qu'ils se mettent à travailler. Qu'ont-ils vu de nous quand ils sont arrivés? Quand ils nous ont demandé plusieurs fois si l'on connaissait nos agresseurs? Qu'ont-ils fait d'autre que nous mépriser quand nous voyant tout à la fois sous le choc de l'injustice de notre agression et excédés de leur propre injustice, les baqueux nous ont dit « Ah, vous le prenez comme ça? Très bien », sont remontés dans leur voiture en nous laissant seuls nos deux corps saignants.
Comment expliquer, sinon par la haine, le dégoût et l'inintérêt, que la police nationale, arrivée plus tard, n'ait pas pris la peine de nous suivre à l'hôpital pour enregistrer notre plainte et éventuellement retrouver immédiatement nos agresseurs? Nous l'avons très vite compris. Nous étions trop aidés pour nos agresseurs, trop rebeux pour la police. Plus tard, je regarderai les 800 photos que la police me propose pour identifier les agresseurs. Je les regarde comme je regardais Yacine à travers ma fenêtre, comme à travers un miroir déformant. 800 mois potentiels. 800 regards dans lesquels je me noie. Les visages défilent, je les trouve beaux. Comme Narcisse, je les veux embrasser. Et mon corps dérive dans la Garonne boueuse, comme celui de mes pères dans la Seine en sang. Je repense à cette vidéo du flic qui rit en disant qu'il aurait dû le laisser couler ce bico. Les flics et nos agresseurs se ressemblent. La même haine larvée. Dans leur regard, la même hostilité. Dans ma tête, un vrai bordel. Les flics et nos agresseurs se donnent la main. Je suis le ballon d'une partie de foot entre eux. Réconciliés par le sacrifice d'un bouc, je les vois rire et boire sur mon corps écrasé. Il n'y a plus de camp, plus de bien, plus de mal. Ils jouissent de me faire mal. Le flic de la BAC me tient la tête sur sa bite. Je l'entends rire avec un des 800 visages qui écartent mes cuisses et m'enculent violemment. Je les sens tous passer. Flic ou voyou. Les grandes mains blanches du flic serrent mon cou. Je ne peux pas respirer. 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 Et de lourdes larmes coulent lentement sur mon visage rougi. Quand ils auront fini, ils me jetteront dans la rivière et mon corps en loques dérivera jusqu'au grand canal de Venise où des centaines de touristes obèses venus manger la ville et chier du pétrole me regarderont sombrer dans les eaux glacées de la lagune, leur téléphone braqué sur moi, et m'insulteront, comme ils ont insulté Pathé Sabali, noyé sous les rires. L'Africain! Ils me crieront comme ils lui ont crié. Rentre chez toi! Laissez-le crever! Alors, nous nous embrasserons dans le charnier méditerranéen où les corps des Africains s'entassent, déchets des Européens, entre des pailles en plastique et des bidons d'essence, immondices. Comme Jalal Hami, arraché à la nuit, abandonné par l'élite de la nation dans un étang gelé. Il a dû se débattre, essayer tant et tant de prendre appui sur l'eau comme sur un mur infernal qui s'écroule dès qu'on le touche et se reconstruit aussitôt. Tantale abandonné à son supplice, on ne pouvait voir que la chaleur qui quittait son corps enfumé. Comme un cerf blessé qui a pris la fuite par le lac et n'atteindra jamais la rive en face, il a sombré.
Les élèves soldats qui avaient organisé le bizutage faisaient résonner la chevauchée des valkyries dans la nuit, comme les chasseurs donnent du corps. Perdu dans le noir, transi par le froid, Jalal a coulé sous les accents nazifiants de la musique de Wagner. C'est dans le sang d'un enfant que Saint-Cyr est né. Et c'est le 2S qu'on le célèbre. Le martyre de Jalal, ses camarades tortionnaires appellent ça une séance de transmission des valeurs. Reflet de France. Journée du patrimoine en bord de Seine. Oui, Jalal. Ici, on noie des Arabes. On va t'apprendre ce que c'est, la France. C'est aussi ce que les flics m'ont dit quand ils m'ont arrêté un matin très tôt dans Barbès désert. Ils m'ont d'abord violemment poussé contre un mur, ils avaient dû me confondre avec un autre. Ils m'ont traité de débile parce que je ne comprenais pas ce qu'ils me voulaient. On va t'apprendre ce que c'est la France. J'ai essayé de calmer mes jambes qui flageolaient, de calmer l'alcool qui voulait me faire crier pour balbutier comme je pouvais. Vous savez que c'est raciste ce que vous venez de dire? Et l'un qui regarde son collègue en lui disant « Qu'est-ce que j'ai dit? T'as entendu quelque chose ?» Je pourrais surtout raconter comment, au milieu de la violence du moment, la gueule écrasée contre le mur de la banque qui fait l'angle du boulevard Barbès et de la rue de la Goutte d'Or, j'ai trouvé le recul de penser. J'ai l'impression d'être dans une mauvaise série américaine sur une chaîne de la TNT. Comme je me suis cru dans un mauvais film lors de mon dépôt de plainte à l'hôtel de police de Bordeaux. Je suis dans le couloir et j'attends Benjamin qui, depuis l'intérieur du bureau, m'arrache un sourire en épelant Sonia Riquiel au brigadier. Le soir de notre agression, Benjamin portait un pantalon Sonia Riquiel. Et désormais, quand je relis la plainte, je souris quand, au milieu de la langue administrative et froide d'un procès verbal, je lis ce prénom et ce nom, qui sont comme les cheveux de Sonia dans l'hiver parisien. Un flic sort de son bureau et en interpelle un deuxième. « Eh, dis donc, le calendos dans le frigo, va falloir le descendre aujourd'hui, sinon il passera pas le week-end. Hein. » Et le deuxième de répondre « Oh non, aujourd'hui c'est couscous. La la li 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 lou. » Et un troisième de se faire l'écho de ce plus mauvais you-you de l'histoire des you-you. Seul dans le couloir, j'ai détourné mon regard pour me trouver face à une grande affiche du film Samba de Nakache et Toledano, avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg et Tahar Rahim à qui on avait colorié les dents en noir. Tout était tellement absurde que je n'y croyais pas, jusqu'à entrer à mon tour dans le bureau du brigadier et de voir sur le mur, entre des petits cœurs en bois fabriqués par des enfants et un calendrier des forces de l'ordre, une plaque émaillée Negrita, qui représente la négresse aux grosses lèvres rouges, domestique docile qui apporte une bouteille de rhum à son maître. J'avais compris où j'étais. Merci de m'avoir écouté.